Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça. Aujourd'hui, je m'attaque à faire d'une Super Pac-Man une machine multijeu. Et particulièrement, spécialement, c'est la deuxième fois que j'ai le contrat de refaire ça. C'est sûr que quand on aborde un projet comme ça, on se dit tout le temps pourquoi tu ne regardes pas complètement original et tout. C'est toujours en fonction du client, qu'est-ce qu'il a envie d'avoir. Ici, j'ai un client qui a eu l'opportunité d'avoir une Super Pac-Man, était original et tout. Mais reste que Super Pac-Man, c'est pas le meilleur des Pac-Man qu'il y a eu. Puis quand tu n'as pas nécessairement de la place pour avoir des dizaines de machines, ben, c'est le fun d'avoir des multijeux. Moi, quand je convertis une machine en multijeu, j'essaie de faire en sorte de conserver au maximum l'aspect original pour que seulement un œil un peu plus aiguisé va faire ah, ok, bon, il y a des petites modifications qui ont été faites pour qu'elle soit multijeu. Parce que c'est quand même. La Super Pac-Man, c'est un des plus beaux cabinets d'arcade qu'il y a eu, selon moi. Là. Avec la petite coche à côté, on va le voir un peu plus tard. Là. Mais là, avant toute chose, la première chose à faire quand on convertit une machine en multijeu, on enlève toutes les pièces d'origine pour, après ça, refaire l'électricité en fonction de connexion JAMA, puis on va mettre un petit board multijeu ELF. L'affaire, c'est que j'ai commandé les pièces la semaine, à peu près une semaine et demie, puis d'habitude, ça prend au moins un mois, là, vu que ça vient de la Chine. Puis là, je les ai reçus un matin, fait que je suis comme pris de court, puis là, je fais comme, crème, bon, ok, on va donner un pôle cette semaine, puis on finit ça. Ça fait que ça risque d'avancer très rondement. Donc, la première étape, j'ai déjà commencé à vider l'écran. Hein? On voit ma super pitoune couchée à travers le trou de la machine. On va faire un petit tour d'horizon juste pour le fun. Parce que, justement, j'ai enlevé l'écran, le bezel, le control panel. Ben pas le control panel, là, mais l'espèce de shroud de plastique. On va garder évidemment le marquee original, qui est fabuleux. On va garder le control panel original. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais rajouter un deuxième bouton ici. Puis ici, il va y avoir le bouton de sélection des joueurs 1 ou 2. Et ici, ça va être les boutons pour jouer, qui sont en fin de compte originalement les boutons de sélection 1 joueur 2. Parce que je veux éviter d'avoir à faire trop de trous dans le control panel. J'ai envie qu'elle reste le plus original possible. Et ici, vous voyez l'espèce de petite coche du cabinet. C'est pas juste pour faire beau, je trouve. Il y a une côté extrêmement pratique à ça. C'est que quand il était aux arcades et que tu avais un joueur qui était témoin de son ami en train de jouer à Super Pac-Man, tu fais comme Hey man, t'es vraiment bon. Ben, ça lui permettait d'avoir une ouverture supplémentaire pour être capable de regarder la partie de son ami. Donc, il y avait un gros côté. Quand on était bon à une arcade dans les années 80, on attirait un peu, pas des foules, mais on attirait quand même un certain nombre de gens autour de nous qui nous regardaient puis qui appréciaient nos talents. Puis c'était une façon pour nous de nous mettre plus de pression à performer encore mieux. Donc, c'était quand même le fun d'avoir un accès assez facile à regarder l'écran. Et sans plus tarder, je vais commencer ici à enlever le Medium Power Supply. Parce que là, je mets où la jasette, là? On avance. Le Medium Power Supply que j'ai ici, c'est pas lui d'origine parce que justement, mon premier contact avec ce client-là, c'était qu'il avait acheté la machine puis elle ne fonctionnait plus. Et le problème, c'est que le Medium Power Supply original donnait plus le 12 volts. Ça fait que, à ce moment-là, on a deux options. Soit on fait une réfection du board et on change tous les condensateurs, ou on en achète un sur Internet qui a déjà été testé et fonctionnel. Dans ce cas-ci, on voulait faire un peu plus rapide, puis on a acheté un board sur quarterarcade.com, puis c'est revenu à peu près à 90-100$ pour avoir le nouveau board. Dans ce cas-ci, malheureusement, on va déjà l'enlever. Mais quand je fais des travaux de réfection comme ça pour quelqu'un, je fais un deal. C'est-à-dire que je vais conserver en fin de compte les pièces d'origine et offrir un crédit finalement sur le coût total de la restauration, de la réparation. Comme dans ce cas-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un écran LCD. Donc, il y a plusieurs personnes qui vont me dire pourquoi un écran LCD, ça brise un peu le cachet. Oui, mais j'ai quand même 4 raisons. 4 raisons pourquoi je vais mettre un LCD normalement. Première des raisons, c'est beaucoup moins cher. Deuxième raison, c'est beaucoup plus durable. Troisième raison, c'est très léger.
C'est con, là. Mais si on a besoin de transporter la machine, ben, ça se fait beaucoup plus facilement. Et quatrième raison, un écran cathodique, c'est dangereux. Faut pas jouer là-dedans parce qu'il y a une ventouse là-dedans qui amène, qui est en fin de compte amenée par le flyback, qui amène des milliers de volts à l'intérieur du moniteur. Et si on touche à ça, on peut prendre un choc électrique, pas seulement blessant, mais qui pourrait peut-être même être mortel. Donc, j'aime pas savoir que quelqu'un a une petite bombe à retardement comme ça chez eux, si jamais il y a des adolescents curieux ou des enfants qui sont comme « Hein, papa, c'est quoi ça? Puis je peux-tu voir? » Puis là, ils se mettent à toucher et pour avoir des conséquences assez malheureuses. Donc, c'est un peu les 4 raisons pourquoi je suggère d'avoir un LCD. Mais c'est sûr que si vous me le demandez à moi, c'est quoi que tu préfères? C'est sûr que je préfère mettre un écran cathodique. Puis je vous dirais que dans mes machines, j'ai tous des écrans cathodiques, mais mes machines sont toujours verrouillées et je fais très attention pour qu'ils soient tournés vers le mur et difficiles d'accès et non déplaçables et ainsi de suite. Donc, bien sûr, j'offre un crédit pour récupérer l'écran cathodique et en y mettant un LCD par la suite. Là, on est rendu à défaire le board ici, qui lui va simplement se glisser vers le haut, je présume. Et il restera juste à défaire le ground et démonter tout ça. Là, ici, j'ai trouvé justement. Question quiz. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ça, il s'agit du petit capuchon de plastique qui recouvre le horizontal width d'un écran cathodique. Donc, la majorité des potentiomètres d'un écran cathodique se retrouvent au bas et facile d'accès, mais l'ajustement horizontal est un petit potentiomètre à part, une espèce de coil, et c'est à travers ce petit tube de plastique-là qu'on y va. Et il est toujours extrêmement mal placé et difficile à ajuster, et c'est souvent la portion qu'on a le plus souvent besoin d'ajuster d'un écran. Quelle ironie! Ok, on défait le grand du board. On va conserver tout ça dans du papier antistatique, dans les petites boîtes. Car on ne sait jamais qui va vouloir avoir une Super Pac-Man un jour. Peut-être moi. C'est pas une mauvaise game. C'est même une partie intéressante. Sauf que c'est une machine qui a ce qu'on pourrait dire un exploit, des flaws. Si vous allez sur YouTube et vous regardez du gameplay de Super Pac-Man, vous allez voir que les bons joueurs utilisent toujours le même pattern de course sur le labyrinthe. Parce que Super Pac-Man, quand on appuie sur le bouton, on va à une vitesse démesurée. Et en faisant toujours le même parcours, on peut presque passer les 5-6 premiers tableaux toujours de la même façon. Faire un gros score. Ça ne s'applique pas pour toute la game, mais quand même pour un bon bout. Puis moi, j'ai de la misère un petit peu avec des jeux. Où ce que... Si tu veux faire le meilleur high score, il faut que tu utilises l'exploit. Puis je suis comme, ouais... Il y a un peu la même chose aussi avec Pac-Man. Et c'est pourquoi un peu Miss Pac-Man, c'est la plus populaire des machines. C'est que tu n'as pas de pattern. L'intelligence artificielle des fantômes est faite que tu peux pas toujours faire le même pattern. Tu sais jamais vraiment qu'est-ce qui va se passer dans Miss Pac-Man, contrairement à Pac-Man. Est-ce que j'ai la bonne truc? Malheureusement, non. Parce que là, je suis sur le point d'enlever une des plus grosses pièces de cette machine. Le Power Supply, celui qui disperse le jus un peu partout. La particularité de cette pièce, c'est qu'elle a 2 Isolation Transformer. C'est de la beast. Il y a 2 choses qui font en sorte qu'une arcade de ce temps-là est très lourde. De 1, le moniteur. De 2, les Isolation Transformer, qui sont en fin de compte des super ultra grosses bobines de fil qui permettent de... Oh, je ne suis pas électronicien encore full pin. Là. Je ne peux pas vous dire exactement tout ce que ça fait. Mais en gros, ce que ça va prendre, c'est que ça va prendre ton 120 volts, puis ça va le répartir en différents voltages au besoin. Bon, on a enlevé toutes les ground braid. Et on peut maintenant presque finir de retirer au bétail. Ok.
connecter le ground. Ça, c'est le genre de pièce qui... Comment dire? Oui, on peut garder ça dans son atelier, mais ça prend beaucoup de place, c'est très lourd et c'est très rarement nécessaire. Ça fait que, on va voir, peut-être un jour, parce que ça, c'est le genre de truc qui peut aller dans une Super Pac-Man. Si je me trompe pas, ça peut aller aussi dans une Burger Time. Faudrait que je fasse la liste, parce que justement, une compagnie de jeux vidéo, quand elle faisait des machines, elle en faisait pendant, années 81-82, on utilisait tel système, on a fait telle machine sur ce système-là, puis hop, en 83, on a trouvé une meilleure façon de faire, fait qu'on change, on adapte. Donc ce genre de choses-là ne peut pas s'adapter sur beaucoup de jeux. C'est assez limité comme usage. Et dire que tout ça va être remplacé par ceci. Rien de moins que Switching Arcade Power Supply, qui va nous donner en fait les voltages qu'on veut. Donc ça c'est la pièce maîtresse des arcades d'aujourd'hui, parce que je vous dirais que je compte plus le nombre de machines que j'ai récupérées non fonctionnelles, que tout ce qu'on avait à faire c'était changer le power supply. Qu'est-ce que ça fait en fait? Ça prend notre électricité, le AC, notre 120 volts de courant de la maison, et puis ça va nous donner du 5 volts, ça va nous donner du 12 volts et du moins 5. Le 5 volts, c'est vraiment le voltage le plus utilisé dans toutes les boards. Majoritairement avoir besoin aussi du 12 volts. Le moins 5 volts, c'est beaucoup moins fréquent. Mais bon, ça donne les trois, donc c'est très pratique. Et ici, on a le petit potentiomètre à tourner, parce que le plus important étant le 5 volts, il ne faut pas dépasser de trop le 5 volts. En fait, un bon voltage pour un board, normalement, c'est du 5.2. On ne dépasse pas 5.3. Plus haut que ça, on pourrait commencer à endommager le board. Quand on va faire des tests de voltage pour savoir si notre voltage est bon, ce qui est important, c'est pas de tester le 5 volts ici, mais de tester le 5 volts sur le board, parce que souvent il y a une perte de courant qui peut se faire à travers le filage, à travers un ground et tout. Mais quand on refait tout à neuf, normalement le voltage qui sort ici est vraiment peu affecté par le chemin est sensiblement semblable sur le board. Donc moi ce que je vais faire éventuellement, c'est une belle petite table ici, parce que j'aime faire en sorte que de un, c'est facile d'accès, facile à travailler quand on veut, si jamais on a besoin de toucher à l'électricité de la machine, ce qui est quand même rare une fois que c'est fait, mais on ne sait jamais. Et de deux, d'un coup qu'il y a un dégât d'eau, je ne sais pas, ben justement, si jamais il y a un dégât d'eau, quoi que ce soit, l'électricité va juste être un petit peu plus surélevée. Donc ça va pardonner un peu. Si jamais la machine apprend l'eau, ben, on fait sécher le bas du cabinet, puis l'électricité n'a pas été touchée pendant ce temps-là. Ça fait que je vais terminer d'enlever les couettes de fil non nécessaires. Je vais plugger ça. Et tout après ça, ça va être mon harnais JAMA qui va venir se connecter ici, qui va avoir par la suite amener le jus au board multijeu. Tiens, je vais aller vous le montrer 2 secondes. Il est juste à côté ici. Tiens. Alors oui, c'est un produit chinois. C'est pas nécessairement la meilleure qualité que si on avait justement un ordinateur avec un MAME dedans, un gros simulateur. Mais sérieusement, ça fait la job. Ça fait... Parce que ce board-là, c'est le board de 412 jeux en un, jeux verticaux. Les jeux verticaux sont très peu gourmands en processeur, donc ils n'ont pas besoin d'avoir une très grosse capacité là, de processing pour les gérer. Ça fait que les jeux verticaux, qu'est-ce qu'on parle? On parle des Galaga, des Burger Time, des Centipede. Ben, quoi que Centipede, ça ne sera pas vraiment jouable là-dessus vu qu'il n'y a pas de trackball. En fait, je pense qu'il ne l'a même pas là-dessus. Mais c'est vraiment tous les jeux verticaux qui ont fait la gloire des arcades. Donc, justement, Pac-Man, Miss Pac-Man, Donkey Kong Jr., 1942. Bref, vous avez tous un souvenir plus ou moins rapproché avec ces jeux-là si vous avez à peu près mon âge. Alors voilà, ça fait que ça, ici on a le connecteur JAMA standard. Ici on a la sortie vidéo. Si on voulait, c'est bien ça ou c'est le connecteur de la trackball? Faudrait que je vérifie. En fait, le plus important pour moi, c'est qu'on a la sortie vidéo VGA pour être capable de se plugger directement dans un écran LCD. Donc moi, je vais plugger l'écran ici, je vais plugger mes connecteurs là, la manette, les boutons. Et puis, on a même un ajustement pour le volume ici, au besoin. Alors, c'est un excellent rapport qualité-prix. Ça, je l'ai pour à peu près 100 $. Ouais, avec le taux de change et le shipping, 100, 120
pour 412 jeux. Là. Excellent rapport qualité-prix. Alors voilà, le prochain vidéo. Prochaine vidéo, ben, j'espère avoir terminé l'électricité de la machine. J'espère avoir connecté quand même pas mal tout. La grosse portion qui va me rester à faire aussi, c'est faire un support custom pour mettre un écran LCD. Ça, ça a l'air niaiseux, mais c'est quand même assez complexe parce je veux vraiment m'ajuster de façon à ce qu'il arrive flush avec le moulage de plastique original de l'écran pour garder le feeling arcade. Je considère toujours qu'un écran ne doit pas être collé sur la vitre du control panel parce que ça fait comme dire, regardez, je me suis fait une arcade maison. Une vraie arcade, dans les salles d'arcade comme on a connu, on a la vitre et puis on a un décalage entre le moniteur et la vitre. Ça donne une espèce de petit effet de profondeur. C'est subtil, mais c'est une petite immersion visuelle que je considère qu'il faut préserver pour garder un vrai feeling arcade. Alors voilà, ça fait déjà 15 minutes qu'on parle. Je vous laisse là-dessus, puis on se retrouve très bientôt avec le projet qui va avoir, selon moi, beaucoup avancé cette semaine.